All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon. Come back. Le président, eh bien, je vois que tout le monde est de retour. Donc, poursuivez, s'il vous plaît, maître. Merci, Monsieur le Président. Après avoir évoqué les événements basés sur un seul témoignage, je vous parlais des événements basés sur plusieurs témoignages qui sont contradictoires. L'événement K en fait partie. Il relate l'arrestation et la détention de... Pardon, excusez-moi. Il relate une tentative d'arrestation et la détention de 2 autres personnes. Sur la base de récits de témoins indirects, le procureur impute cet événement à M. Saïd. En voici les contradictions les plus saillantes. Le témoin P2105 affirme qu'on lui a rapporté, je cite, qu'accompagnaient ce jour-là des policiers de carrière, fin de citation. Aucun policier de carrière ne confirmera. Toujours est-il que ce jour-là, des sélékas de l'OCRB ont tiré sur un FACA qui s'enfuyait sans réussir à l'arrêter. Puis, sont retournés chez le FACA pour ramener des gens de sa famille. Puis, je cite, « Les parents du FACA sont venus à l'OCRB le lendemain pour dire aux sélékas que leur fils était mort à l'hôpital. » Car OTP 2081 0037, paragraphe 30. C'est la première version. P2890, quant à lui, explique qu'on lui a rapporté que le corps du FACA a été pris par les sélékas avec les interpellés. Concernant le corps, il dira l'avoir vu à la morgue avec une balle dans la poitrine. Puis, il dira que ce même FACA est mort d'une balle dans la tête. Toujours le même événement, mais une troisième version. À l'OCRB, on lui aurait dit, je cite, « La nuit précédente, les sélékas avaient attrapé 3 bandits armés, que l'un d'eux avait résisté et avait été tué, et que les 2 autres étaient détenus à l'OCRB. » Fin de citation. Car OTP 2130 68 71 un événement, 3 versions. Si l'on met de côté les événements fondés uniquement sur un témoignage, alors c'est l'événement N qui est l'acmé du manque de rigueur probatoire de l'accusation. L'événement N est une accumulation de dires infondés sans prendre en considération leur invraisemblance. Dans l'événement N, l'accusation s'appuie sur les déclarations de P
3053 et de P 3056, toutes deux postérieures à l'arrestation de M. Saïd. Dire que ces déclarations divergent est un euphémisme. P 3053 affirme avoir été interpellé par le chef de l'opération Saïd, que celui-ci conduisait le pick-up, dans lequel il était notamment avec P 3056, et qu'il, le chef de l'opération Saïd, je cite, portait un grand boubou blanc, long jusqu'aux chevilles, avec une culotte en dessous et un turban jaune sur la tête. C'est précis. Car au TP 2130, 63-59, paragraphes 16 et 29. P 3056 décrit également cette arrestation. Je cite. Le chef de cette unité était un lieutenant. Le jour de mon arrestation, il était en civil et portait une chemise polo et une casquette. Le lieutenant était au volant. Les autres détenus et moi étions assis sur les sièges arrière. Car au TP 2130 6639, paragraphes 26 et 28. Manifestement, P 3053 et P 3056 sont accordés sur leur arrestation commune. Ils ont omis de se concerter sur certains détails. Mais reprenons leur histoire. Le lendemain matin, P 3056 rencontre le commandant Saïd. À ce propos, il précise, je le cite, « Mahamat Saïd était corpulent, grand de taille, peau noire. Ses cheveux étaient ras courts et il avait une petite barbe. Ce jour-là, il portait une tenue camouflée des airs. Il ne portait rien sur la tête. » Fin de citation. Car au TP 2130, 66-39, paragraphes 34 et 35. Toutefois, comme vous allez le voir, en plus de changer de tenue, M. Saïd modifie son apparence. P 3053 déclare, à propos du même jour, je cite, « Saïd s'est présenté à moi comme étant le directeur de l'OCRB. À ce moment-là, j'ai pu voir son visage. Pour la première fois. Il avait les cheveux noirs très longs et une longue barbe jusqu'à la poitrine. Poivre et sel, noire et blanche. Car au TP 2130, 63-59, paragraphe 16 à 29, description physique au paragraphe 30. Déjà dans la cellule. Nous ne pouvions même pas bouger ou s'asseoir,
nous étions toujours debout. Carreau TP 2130, 6359, paragraphes 41 et 44. P3056 rapporte également cette même arrivée à l'OCRB, où il a d'abord été enregistré au poste d'enregistrement, puis également amené dans la cellule souterraine. Je le cite. « Je savais que cette cellule était célèbre. Sous le régime du président Patassier, la cellule souterraine était utilisée. » Fin de citation. Ah, c'est intéressant. C'était le carreau TP 2130, 6639, paragraphe 37. Mais ce n'est pas tout, car voilà ce qu'il dit de son arrivée dans la cellule souterraine. Selon P3056, cette cellule mesurait environ 4 mètres sur 4. Je le cite. « Quand ils nous ont jetés dans la cellule, nous n'étions que 4. Ceux qui avaient été arrêtés aux funérailles. Il n'y avait personne dans la cellule quand nous sommes arrivés. Carreau TP 2130, 6639, paragraphes 39 et 40. Alors s'agissait-il de la cellule de Schrödinger, à la fois pleine et vide? Le procureur n'est pas non plus dérangé par le fait qu'alors que P3053 décrit de graves violences sur lui-même et d'autres, dont P3056, P3056, quant à lui, carreau TP 2130 66 39, paragraphe 54, je cite, « Ni moi, ni les autres détenus qui ont été arrêtés ensemble à la place mortuaire n'avons été tabassés dans l'enceinte de l'OCRB. Je crois que Saïd n'était pas vraiment intéressé aux 3 autres détenus. » Au-delà de ces contradictions, le procureur occulte également plusieurs détentions qui ont été réelles cette fois-ci, probablement, qui ont été effectuées sous contrôle judiciaire. Ainsi, l'événement J relate la privation de liberté de P1429 qui a été amené à l'OCRB par le procureur en exercice. 2043 31 17, paragraphes 48 et 49. Sa détention de 21 jours s'appuyait sur un contrôle juridictionnel. En effet, P1429 affirme s'être rendu en tout 4 fois au tribunal. C'est au paragraphe 70 et 71. En passant, en France, un détenu qui ferait appel de son placement en détention provisoire, puis appel d'un refus de demande de mise en liberté, irait maximum 3 fois au tribunal en 21 jours. L'événement R relate la détention
convocation écrite de comparaître devant le procureur. La convocation était envoyée par le procureur lui-même. Paragraphe 17. Je suis allé au bureau du procureur avec mon fils à 15 heures. À la fin, j'ai demandé au procureur si j'étais en état d'arrestation et le procureur m'a dit que j'étais en état d'arrestation. Paragraphe 18. À 17 heures, j'ai été conduit à l'OCRB par des sélékas rattachés au ministère de la Justice. Il y avait beaucoup de détenus, certains musulmans, mais certainement des chrétiens. Je n'ai vu aucun blessé et je n'ai pas vu des détenus se faire tabasser. Paragraphe 19. À 23 heures, paragraphe 23, j'étais libéré. Événement L, qui fonde une accusation de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Ensuite, ce manque de rigueur probatoire, le procureur éclipse le contexte de l'OCRB à Bangui en 2013. En l'espèce, celui d'une institution au fonctionnement déstructuré. CAROTP 2130 57 61, au paragraphe 55 et 56, relate des désordres au couvent de Bimbo qui illustrent le chaos qui régnait à Bangui à cette époque. À cette époque, les charismes personnels prennent le pas sur toute velléité d'organisation institutionnelle. Voici la description qu'en fait le témoin P0338. Je cite. À Bangui, chaque chef de guerre séléka avait sa propre base. Comme le général Arda, dont les éléments étaient basés à sapeurs-pompiers. Le palais présidentiel était occupé par des militaires tchadiens. Aux ordres d'un colonel dont je ne me souviens pas le nom. Les sélékas avaient deux bases au camp Roux, l'une près de l'état-major, l'autre près de l'entrée principale, où se trouvait le bureau des passeports. La plupart des sélékas que j'ai rencontrés à camp Roux ne parlaient pas le sango, ils ne parlaient que l'arabe. Je pense qu'ils étaient soudanais, car ils parlaient un arabe différent de celui que parlaient les musulmans centrafricains. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Beaucoup d'anciens officiers de police musulmans, de militaires et de gendarmes, mais aussi des fonctionnaires qui travaillaient pour le gouvernement, s'étaient joints au séléka. CAROTP 2130 57 61, paragraphes 66 et 67. De la même manière, la hiérarchie est de papier à l'OCRB. Les témoignages
sur lesquels se basent les événements dans le PCB révèlent un fourmillement de chefs. Souvent, M. Saïd n'est pas mentionné. P1167 déclare, je cite, « J'ai vu Saleh et Damboucha emmener des prisonniers. Je ne me souviens pas que Saïd ait été là cette fois. » 21-27, 76-71, paragraphes 138 et 144. P1289 déclare avoir été arrêté par le colonel Saleh, emmené par celui-ci à l'OCRB. Il mentionne le général Mazang et celui qui semblait son adjoint Seleka, qui devait être originaire du Tchad, qui semblait la cinquantaine, Ibrahim Mahmoud, CAROTP 21-27, 76-32, paragraphes 42, 43, 46, 48, 60, 59, 71. Il ne mentionne pas Saïd. P0481 ne mentionne pas non plus Saïd. En plus de M. Adam, il désigne comme responsable de son sort, je cite, Mahamat Saleh, qui était chef de la sécurité de Noureddin et membre de son cabinet. Je cite toujours, à l'OCRB, c'est Zakaria qui était réellement aux commandes pendant le temps de ma détention là-bas. On le surnommait Jamdjiago. Il portait une moustache distinctive, fine, longue et recourbée aux extrémités. CAROTP 2104, 1024, paragraphe notamment 88, 10 et 51. P2692 ne nomme jamais Saïd, mais affirme à propos de S'en fout la mort, je le cite, « J'ai eu l'impression qu'il était plus haut placé que le colonel de l'OCRB, car il venait et libérait parfois des prisonniers. S'en fout la mort parlait à certains prisonniers à l'OCRB, et ils étaient parfois autorisés à quitter l'OCRB à pied. Il amenait également des prisonniers à l'OCRB. » Fin de citation. CAROTP 2130, 6685, paragraphe 33. Toujours dans les événements, P0645, en su de ne pas nommer Saïd dans l'organigramme, relate ainsi le fonctionnement de l'OCRB. Je cite CAROTP 2083 033, je vais citer les paragraphes 99 puis 89. Je cite. Il y avait des conflits parmi les Séléka à l'OCRB, où il y avait 3 chefs. Le commandant, qui avait le grade de colonel et qui a remplacé Yahya, était le premier chef. Le deuxième chef venait de l'armée tchadienne. Il se disait commandant en grade. C'est lui qui était l'adjoint. Le troisième était un lieutenant. Il s'appelait Ibrahim ou Ib. Il était très influent, car il avait fait la rébellion sur le terrain, contrairement au remplaçant d'Yahya. Noureddin était le chef hiérarchique de l'OCRB. En tant que ministre de l'Intérieur, il venait très régulièrement contrôler ce qui s'y passait. Il ne se passait pas 2 jours sans que Noureddin ne passe à l'OCRB
Il passait à peu près 4 fois par semaine, dans la journée, mais également dans la soirée. P0622 désormais. Arrêté sur instruction de Noureddin par le général Ali Mahamat, ne mentionne pas Saïd. En revanche, je cite, « Jeune frère de Noureddin, dont j'oublie le nom, qui gérait l'OCRB. » Fin de citation. Il parle également du colonel Zakaria, en CAR OTP 2022, 0121, paragraphes 51 et 52 et 68. P0481 ne mentionne pas Saïd, mais Saleh, Zakaria, Adam. P2172 ne mentionne pas Saïd. Excusez-moi, j'ai oublié, le CAR OTP précédent était 2104 1024. Et pour P2172, il s'agit de 2130 6313. P2519, arrêté par le colonel Modestri, qui l'a amené à l'OCRB, nous dit que l'OCRB lui apparaît sous le contrôle du colonel Abdul Kader. Je cite, « Je l'y ai vu presque tous les jours. L'OCRB était un peu sa base. Un moment. Excuse me for interrupting. Pardon d'interrompre mon contradicteur, mais le dernier point mérite d'être abordé en audience à huis clos partiel. La dernière pièce, le dernier élément auquel il a été fait référence
mérite d'être évoqué en huis clos partiel. Il a fait référence au P271. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un témoin et que cela doit être fait à huis clos partiel. Le président, monsieur le greffier d'audience, huis clos partiel. Monsieur le Président, le We're back in open session, Mr. Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, monsieur le président. Le président, monsieur le greffier, de combien de temps est-ce que la défense dispose encore? Le greffier d'audience, 4 minutes. Le président, merci. Maître, poursuivez. Well, Mr. Counsel, if you have any essential point, I'm not going to. Si vous avez des points essentiels à aborder, je ne vais pas vous limiter à ce point. Mais si vous pouvez vous en tenir au temps prévu, certes, mais sinon, ne vous en faites pas si vous débordez de quelque peu. Merci, Monsieur le Président. Un petit problème de communication parmi nous fait que c'est maintenant que je vous demande de passer en huis clos partiel. What about? Le président, à quelle fin? Est-ce que vous êtes sur le point de dire quelque chose? Okay, Court officer. Très bien, dit le juge président. Monsieur le greffier, repassons à nouveau en audience à huis clos partiel.
We're back in open session. Le greffier d'audience, nous sommes de retour en audience publique, Monsieur le Président. Le procureur s'appuie principalement sur les dires d'une seule personne ou des récits contradictoires pour fonder son accusation contre M. Saïd. Parmi les événements satisfaisant à un minimum d'exigences probatoires, le procureur n'écarte pas se réaliser sous contrôle juridictionnel. En outre, l'accusation fait fi de la désorganisation globale à Bangui en 2013, de la réalité d'une OCRB déstructurée qui n'était pas dirigée par M. Saïd, ni en pratique, ni même sur le papier, puisque, comme depuis sa création, l'OCRB restait sous la responsabilité du général Mazangué. Pourtant, ces événements, et sur la base de ceux aussi fragiles associés au CEDAD, et uniquement sur cette base, fondent la demande de renvoyer M. Saïd devant une juridiction en formation de jugement. Je m'assois. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Ainsi s'achève donc la présentation des arguments de la défense quant au fond. Nous allons à présent en arriver aux conclusions et je donne la parole au bureau du procureur et vous disposez de 30 minutes. Pardon, Mr. President. L'accusation, pardon, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, en partie, ma présentation nécessitera la présentation de quelques diapositives qui seront affichées sur Évidence 2. Je n'en ai pas pour beaucoup, mais elles seront affichées sur Évidence 2. Permettez-moi d'emblée de réagir à quelques-uns des arguments soulevés par le dernier à intervenir au sein de l'équipe de la défense. Et je reviendrai sur les points soulevés par les autres représentants de la défense. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nul besoin de vous rappeler que la question de l'examen minutieux de la crédibilité des témoins ou de la chaîne de possession à ce stade de la procédure ne soit nécessaire ou persuasif. Ils n'ont pas lieu d'être débattus dans le cadre de cette audience, comme cela est allé contrairement à ce que allègue la défense. Cependant, je voudrais brièvement réagir à ce que mes contradicteurs ont dit. Quant à l'évaluation des éléments de preuve présentés par la défense et que, s'agissant de l'OCRB et de la responsabilité de M. Saïd, quant aux crimes qui y ont été commis, l'accusation se fonde sur 9 témoins de l'intérieur initiés, y compris des personnes qui ont travaillé pour la police, ainsi que pour le camp Seleka, donc en étroite collaboration avec le suspect. En outre, nous disposons d'éléments de preuve émanant de témoins des faits. Mon contradicteur de la défense a tenté de construire, d'après les récits des témoins des faits, notamment dans la dernière partie de sa présentation, pour dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas d'organisation au sein de l'OCRB. Or, ces témoins des faits ont leur propre point de vue, ils ont leur propre récit à raconter. Or, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous disposez de l'ensemble de notre preuve. Vous avez des témoignages de témoins
initiés qui contredisent les témoignages de ces autres témoins. Et tout cela doit être pris ensemble et apprécié dans son intégralité pour contribuer à la manifestation de la vérité. Comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire pré-confirmation, l'accusation ne nie pas cela. L'accusation, le bureau du procureur en République centrafricaine et la police avaient tous accès à l'OCRB à l'époque. Cependant, la présence de la police et du procureur n'a pas empêché la commission de crimes, comme les victimes nous l'ont raconté. D'ailleurs, les agents de police eux-mêmes l'ont dit. Et je fais référence au témoignage de P2478 à la page car OTP 2110 0745 à la page 0759 concernant le sous-sol à l'OCRB. S'agissant de l'OCRB, l'accusation n'essaie pas de faire valoir que cela était secret. Ce n'était pas un lieu secret. Elle ne nie pas non plus que d'autres prisonniers aient pu être détenus à l'OCRB à un moment ou à un autre pendant la période qui nous intéresse. Tout cela est d'une autorité publique. Contrairement à ce qui s'est passé plus tard au CEDAD, et c'était la continuité logique de ce qui s'était passé à l'OCRB. Donc, contrairement à cela, l'OCRB était un lieu qui existait, une institution qui existait, que la police utilisait et qui a été prise par la coalition Seleka, M. Saïd et ses collaborateurs étant à la tête de cet effort. Toutefois, il y avait d'autres prisonniers, y compris des Seleka, qui s'y trouvaient pour avoir commis des vols ou des cambriolages. Mais cela ne signifie pas que qu'on s'en soit pris à des prisonniers comme nous le reprochons aux suspects. Donc le mode opératoire qui a commencé à l'OCRB s'est poursuivi au CEDAD. Et là, les crimes se sont intensifiés. Les mêmes personnes associées au suspect et avec la participation du suspect, donc M. Saïd, ont commis des crimes qui ne concernaient que la prise pour cible de certaines personnes considérées comme des partisans de Bozizé. La défense, mes contradicteurs, notamment mon contradicteur, maître Jacquemin, a choisi des 6 témoins de l'intérieur, donc des témoins initiés de l'accusation, pour établir la responsabilité pénale individuelle de M. Saïd au CEDAD. Et il essaie de détruire les 2 témoignages en arguant le fait que c'était des oui-dire. Mais nous disposons d'informations qui établissent le fait qu'il a engagé sa responsabilité pénale individuelle. Je veux signaler que nous disposons d'autres informations émanant de témoins, d'initiés, autres celles évoquées par la défense aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de traiter des arguments utilisés à l'encontre des éléments chapeaux des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Brièvement, je vais le faire brièvement. La défense essaie de faire valoir qu'il n'y avait pas de conflit armé en cours entre mars et septembre 2013, puisqu'il y a eu cessation des hostilités. L'accusation ne conteste pas qu'il y a eu une accalmie lorsque la Seleka a pris Bangui, mais cette accalmie ne suspend pas forcément l'applicabilité du droit humanitaire international. Bien au contraire, les exigences relatives à l'application du droit international régissant les conflits n'excluent pas des changements dans la composition ou la configuration des parties, ni les fluctuations dans l'intensité des hostilités. Ce qui importe, c'est que les parties au conflit ont continué de manifester des caractéristiques conformes à la capacité et à la détermination de maintenir les hostilités et le font effectivement. L'accusation dispose d'éléments de preuve qui démontrent que ce critère est satisfait, Monsieur le Président. L'accusation se fonde sur de nombreux témoins qui étaient dans le cercle proche et immédiat de Bozizé à l'époque, ainsi que sur des éléments de preuve documentaires. Aujourd'hui, la défense a cité à plusieurs reprises un rapport d'une commission internationale d'enquête, y compris le CIRC, et tout cela a été divulgué par l'accusation dans le cadre de cette affaire. Mais l'accusation se fonde sur des éléments de preuve obtenus auprès de témoins initiés
qui n'ont jamais été rendus publics et qui ont été cités amplement dans le PCB. La commission onusienne a elle-même admis ses propres limites en rappelant les difficultés auxquelles elle s'est heurtée lors de sa mission dans ses enquêtes et a émis des réserves. Je cite le paragraphe 94 du rapport qui a été cité par la défense. Elle dit ceci: la commission reconnaît qu'une analyse future fondée sur des récits détaillés de tous les incidents survenus pendant cette période de temps pourrait amener à une conclusion différente. Your Honors, next to insider. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, outre les témoins initiés, l'accusation se fonde sur des documents pour établir qu'il existait un conflit armé à l'époque. J'aimerais attirer votre attention sur un nombre de documents qui figurent maintenant à l'écran. Document should. Sur évidence 1, en principe, vous devriez voir un document. Evidence 2, sorry. Pardon, autant pour moi, évidence 2. A report. Il s'agit d'un rapport émanant du ministère de la Sécurité en date du 3 juin 2013. It handles ongoing Il y est question des confrontations en cours et il a été divulgué à la défense ainsi qu'à la Chambre dans le cadre de cette procédure et cela fait partie de l'inventaire des preuves dont dispose l'accusation. Prochaine diapositive, l'on peut voir deux documents du gouvernement Seleka en date de juillet 2013 et août 2013. Il s'agit de rapports sur les activités armées d'Olivier Coudemont, auquel il a été fait référence par M. MacDonald hier, un des dirigeants des forces pro-Bozizé. Les éléments de preuve dont dispose l'accusation montrent que pendant 6 mois après la déposition, la destitution de Bozizé, les forces pro-Bozizé et anti-Balaka ont dirigés par d'anciens FACA et des loyalistes, ont monté une attaque contre Bossangoa et sur les quartiers environnants. Les éléments de preuve testimoniales et documentaires que nous allons fournir continuent de montrer que les groupes armés ont poursuivi leurs attaques et que cela satisfait à la définition de conflit armé non international pendant la période de référence. Permettez-moi de parler maintenant de l'affirmation de la défense selon laquelle le Seleka n'était pas un État, qu'elle était désorganisée et divisée. De l'avis de la défense, les éléments chapeaux des deux crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, cet argument a été présenté lors de notre déclaration liminaire et nous en parlerons dans nos observations aujourd'hui. Contrairement aux assertions de la défense, qui sont pratiquement basées exclusivement sur des analyses médiatiques et des rapports académiques et des rapports de chercheurs, les éléments de preuve démontrent que la coalition Seleka a pu prendre Bangui, former un gouvernement, usurper et contrôler les institutions étatiques existantes, assurer la coordination à grande échelle d'opérations militaires, notamment à Boïrab, mais pas uniquement à Boïrab. Au quotidien, ils ont pu faire cela. L'accusation ne se fonde pas uniquement sur P0076 ou sur P1167, s'agissant de l'avancée sur Bangui, la planification, la coordination relative à cette avancée. En effet, comme le PCB l'indique, nous nous fondons sur beaucoup d'autres témoins initiés pour établir ce qui s'est passé pendant ces événements. P2105, P01, 0349, P0342 et d'autres, outre des photographies dont nous disposons, établissent cela, ainsi que les rapports s'agissant de ces événements. Je vous pose la question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, comment est-ce qu'une coalition qui est dysfonctionnelle a pu prendre la capitale d'un pays? Jotodia et les leaders Seleka ont formé un gouvernement qui a commencé à fonctionner au plus tard, en avril 2013. Il n'était pas parfait, loin de là, personne ne le prétend d'ailleurs, mais il existe des indices convaincants
selon lequel le gouvernement fonctionnait suffisamment à l'époque et que la Seleka était suffisamment organisée pour commettre les crimes qui sont reprochés. Contrairement aux affirmations de la défense, Jotodia a formé un gouvernement à partir de la coalition. Il a nommé un certain nombre de ses proches alliés à des postes ministériels. Adam, Defan et d'autres qui ont été nommés et qui collaboraient étroitement avec la Seleka. Il a gouverné par décret présidentiel et de nombreux décrets ont été divulgués dans le cadre de cette procédure. Les dirigeants Seleka ont également occupé des bases partout dans Bangui. Le contrôle de ces bases était vertical dans l'ensemble et ils ont commandé les bases avec des généraux, principalement Seleka. Should I do that now? The P numbers I mentioned. Your Honors, I'm being... Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, de fait, il faut que je reprenne les numéros pour les références pour le dossier. Je suis allé trop vite et je m'en excuse. P2105, P0413, P0349 et P0342. Je m'en excuse de nouveau. Je vais essayer de ralentir un petit peu mon débit. Les éléments du Seleka étaient effectivement loyaux à leurs commandants respectifs au sein de ces bases. Les preuves le montrent clairement. Mais les commandants étaient dans un système de coopération et de coordination latérale pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Après la prise de pouvoir du Seleka, celle-ci a pris des mesures pour réorganiser la coalition. Nous avons des indices, des cartes de membres, des cartes d'identité, des formations qui étaient organisées, des systèmes de distribution d'aliments qui étaient organisés sur les différentes bases. Jotodia lui-même, en tant que président, a créé de nouvelles institutions d'État comme le CEDAD, par exemple, le Conseil de sécurité nationale. Et au sein de ce conseil, Noureddin Adan informait régulièrement les membres de la Seleka sur certains aspects de sécurité, par exemple, y compris lorsqu'il a pris la tête du CEDAD. Ce n'était pas aussi désorganisé que souhaite nous faire croire la défense. Mesdames, Messieurs les juges, sur la photographie de la diapositive suivante, en date du 31 août 2013, même lorsque les Seleka n'étaient plus au CRB, tout ceci s'est fait de manière organisée. Vous voyez dans le coin gauche M. Saïd en uniforme militaire. Vous voyez également l'ancien président de Jotodia. Et puis une file organisée de membres ici de l'OCRB. Il y a donc des indices, et il y en a d'autres, d'une organisation suffisante pour répondre aux critères légaux exigés. À Kandourou, Jotodia a dit que son chef de la sécurité allait se coordonner avec les Seleka à l'OCRB. Le décret présidentiel qui nommait les anciens membres de l'avancée sur Bangui a été divulgué également. Il s'agit de CAR-OTP 2004-1385, 14-21. Les commandants du Seleka de plusieurs bases, indépendamment de leur nationalité, de leur groupe ethnique ou de leurs affiliations politiques, des membres de haut niveau de la sécurité présidentielle étaient tous présents et se sont coordonnés
sur les deux opérations Boirabé. Là encore, nous avons des preuves que nous avons divulguées au parti. L'accusation ne nie pas qu'il y avait des lignes de division importantes sur les questions ethniques ou nationales au sein de cette coalition, mais les leaders dépendaient les uns des autres et s'appuyaient les uns sur les autres pour rester au pouvoir et agir en conséquence. Si les éléments de preuve divulgués et résumés dans le PCD montrent qu'il y avait un aspect sécuritaire aux opérations de Boirabé, un désarmement, des éléments de désarmement au sein de ces opérations, le résultat est que le Seleka avait visé ce quartier en son ensemble au moins 2 fois. Peu importe si l'objectif principal de cette attaque ou d'une attaque est d'attaquer des civils ou si l'attaque répond à d'autres objectifs aussi, comme par exemple identifier des armes, détenir des combattants ou autres. Ce qui est pertinent, c'est que les populations civiles ont de fait été attaquées et c'est le cas ici. La défense indique que le pillage à Boirabé n'était que un crime ordinaire ou des délits ordinaires, n'implique pas que ça ne faisait pas partie de la politique d'attaque sur ce quartier. L'un de nos témoins décrit qu'au moins 100 membres des Seleka étaient sur place pendant la journée et une fois que le camion était plein, eh bien un autre prenait sa place. Là encore, le témoignage qui vous a été soumis, CAR OTP 2079 03 15, paragraphe 26 à 30, c'est le témoignage du témoin. Si tend à penser que le pillage était organisé, était soutenu, c'était pas simplement pour regarder qu'ils étaient là. Et c'est ce que nous dit ce témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, les éléments que nous avons montrent que les attaques sur Boirabé incluent de nombreuses violations, auxquelles on fait référence à l'article 7.1. Viol, pillage. Et ceci se fonde sur des témoignages directs de témoins, des gens de ces quartiers-là, des gens qui peuvent attester du fait que c'est arrivé. De la même manière, les incidents dont nous parlons font partie de cette attaque. Ils sont connectés. Il y a des preuves concomitantes et concordantes. Et parmi les détenus à l'OCRB et au CEDAD, on ne peut pas les considérer comme des membres de forces pro-Bozizé.
après des actes de pillage ou de troubles à l'ordre public. L'accusation n'a pas de preuves montrant que ces crimes, ces meurtres, ces viols et ces détentions arbitraires ont fait l'objet d'enquêtes sérieuses. Donc, ces pilleurs qui étaient poursuivis, et nous avons eu l'occasion de divulguer ces éléments, semblent s'en être sortis. Et nous l'avons dans un rapport à CAR-OTP 2034 0270 à 0287 et 0302, ainsi qu'un rapport des Nations Unies CAR-OTP 2001 0329 et jusqu'à 0339. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, même s'il y avait des tentatives ponctuelles de poursuivre certains actes criminels et s'il y avait certaines personnes qui à un moment ont essayé d'agir correctement, ceci n'était pas soutenu par l'organisation à l'époque. Pas même pour le cas des exemples que la défense a mis en avant aujourd'hui. Je m'en tiendrai là pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention. Juge président, merci beaucoup. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Bon, nous aurions l'occasion à présent de donner la parole au PCV. Maître, je vais vous demander combien de temps vous pensez avoir besoin, de combien de temps vous pensez avoir besoin. Je ne souhaite pas réduire vos remarques conclusives parce que vous n'avez pas encore pris la parole. Donc, si vous voulez bien nous dire de combien de temps vous pensez avoir besoin. Président, les circonstances de la préparation de mes conclusions finales font que je ne suis pas à même de vous dire exactement pour combien de temps j'en ai. Et je préférerais faire la totalité de mes observations en une seule fois. Si ça devait dépasser 4 heures, je vous demande de me permettre de continuer jusqu'à la fin ou alors de reprendre demain matin et de faire mes observations en une seule fois. Juge président. Bon, alors, nous voulons que les victimes puissent avoir leur mot à dire sans limite de temps. Donc nous allons ajourner jusqu'à demain, suspendre jusqu'à demain. Nous vous écouterons demain et puis nous écouterons également les conclusions de la défense. Puis la session est donc levée jusqu'à demain 9h30. Merci à tout le monde et merci en particulier à nos chers interprètes, aux greffiers d'audience, à tout le personnel technique et à l'ensemble de tous ceux qui ont rendu possible cette audience. Merci beaucoup, je vous souhaite une agréable après-midi et une bonne soirée.